Bonjour chers étudiants, aujourd'hui nous allons aborder le système mondial. Nous allons parler de ces espaces interdépendants, des conséquences et des avantages de la mondialisation avec M. Diop. Comment aborder M. Diop la question de la mondialisation? Si toutes les parties du monde sont interdépendantes du fait de la généralisation des échanges, elles n'ont pas pourtant le même poids dans le fonctionnement du système mondial. Certains espaces jouent le rôle de dominant et d'autres de dominer. L'étude des grands flux internationaux fait clairement apparaître le rôle moteur des trois pôles. L'Europe, principal centre de commandement jusqu'à la Première Guerre mondiale, les États-Unis qui vont prendre le relais, et puis le Japon dans son sillage pacifique. Dans une économie qui se mondialise, il est difficile de distinguer un seul centre, d'où la notion de polycentrisme et d'interdépendance. Qu'est-ce que la mondialisation? La mondialisation peut se définir comme étant le processus par lequel des ensembles géographiques différents intègrent de plus en plus un monde unifié, partageant des modèles communs sur le plan économique, politique et culturel. La mondialisation s'organise autour de deux systèmes politiques et économiques, dominés par le libéralisme, avec ses instruments comme la FMI, la Banque mondiale, l'OMC, et comme idéal la démocratie. La mondialisation s'explique par le mouvement intense des capitaux et des marchés, la circulation rapide des informations avec la radio, le téléphone portable, l'internet, la révolution des transports qui réduit les distances, d'où la naissance d'une ville planétaire. Les capitaux circulent à un rythme rapide dans les grandes villes comme Tokyo, Pékin, Londres, Paris, New York. Les échanges sont favorisés par l'ouverture des frontières. Depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, on observe une croissance forte et régulière des échanges de produits, de capitaux, de services, de main-d'œuvre et même d'informations à l'échelle planétaire. Cette augmentation s'explique par les politiques libérales négociées dans le cadre des organisations internationales comme l'OMC, la FMI, la Banque mondiale, et surtout le rôle déterminant des firmes multinationales qui sont de grandes entreprises délocalisées dans les pays nord. Ces firmes, au nombre de 70 000, détiennent plus de 800 000 filiales à travers le monde. Ces grandes entreprises font des délocalisations dans les pays où il y a de la main-d'œuvre à bon marché, mais aussi des universités, des marchés de consommation, de la stabilité politique. 80% de ces firmes appartiennent aux États-Unis. Les échanges, surtout commerciaux, s'organisent selon des règles multilatérales et à l'intérieur de plusieurs grands ensembles régionaux, comme l'ALENA, ANSEA, Mercosur, UEMOA, Union européenne. Avec la mondialisation, M. Diop, on a constaté des flux migratoires. À votre avis, quelles sont les causes, les raisons de ces flux migratoires? Ces flux concernent surtout les migrations de population. Les migrations sont multiples et variées. Ces flux vont surtout dans une direction sud-nord. Les pays du sud sont les principales zones de départ et constituent des réservoirs de main-d'œuvre. Et les pays du nord sont les zones d'accueil. Ces migrations sont des incidences souvent positives pour les zones de départ. Transfert d'argent, réduction du chômage, élévation du niveau de vie de la population, investissement, etc. Dans les pays d'accueil, ralentissement du vieillissement de la population et accroissement total de la population. Tous ces facteurs ont fait franchir une nouvelle étape à l'interdépendance. Au monde multiférique, avons-nous constaté avec la mondialisation? On a la triade et les périphéries. D'abord, M. Diop, c'est quoi la triade? Qu'est-ce que la triade? Le système mondial est organisé sur un modèle tripolaire. Celui a désigné les trois pôles qui jouent un rôle déterminant dans le fonctionnement de la planète. La triade. C'est la triade qui domine les zones périphériques.
Les pays de la triade regroupent 20% de la population et plus de 70% des échanges. Ces pays ont des monnaies fortes, l'euro, le dollar, le yen. L'écrasante majorité des grandes entreprises du monde ont leur siège dans les pays de la triade. Il y a les États-Unis qui polarisent le Canada et le Mexique et qui tentent même aujourd'hui d'intégrer les pays de l'Amérique du Sud. On a le Japon qui, par sa réussite exemplaire, sert de référence aux autres pays de la Pacifique comme la Chine, la Corée du Nord, la Corée du Sud, Taïwan, Singapour. Et enfin, on a l'Union européenne. C'est le pôle d'attraction majeur de l'Europe. Son élargissement successif, qui compte aujourd'hui 26 États, est le signe de son effet qui s'étend même en Afrique, au Moyen-Orient et au Caire. Vous avez parlé tout à l'heure des périphéries. Ils occupent 3/4 de la population. Ils ne détiennent pas les richesses, mais au contraire, ils sont des pourvoyeurs de matières premières et constituent des réservoirs de main-d'œuvre. On distingue cependant deux groupes de périphéries. Les périphéries intégrées, associées ou émergents, comme la Chine, le Brésil, l'Australie, la Koweït et l'Inde. On a aussi les périphéries marginalisées, qu'on appelle souvent angles morts ou exclus. Beaucoup de ces pays sont des PMA, pays moins avancés, comme par exemple le Sénégal, la Mali, le Burkina Faso. Quels sont les effets de la mondialisation, M. Diop? Ses conséquences? La mondialisation a causé ce qu'on appelle un renforcement des inégalités de développement. En effet, la mondialisation a favorisé la dépendance des pays sous-développés aux pays développés. Aujourd'hui, elle a permis à des hommes et à des entreprises de contrôler de grandes fortunes. Exemple ExxonMobil, la firme la plus riche du monde, a un chiffre d'affaires équivalent à celui de 179 pays. Même en comparant le PNB par habitant, on constate une différence entre les pays et les régions du monde. Luxembourg possède un PNB par habitant de plus de 60 000 $. Les États-Unis, 40 000 $. Le Sénégal avec un PNB par habitant inférieur à 700 $, alors que le Burundi a un PNB inférieur à 86 $. Deuxièmement, on a comme effet de la mondialisation la naissance d'une économie multipolaire. En effet, pour lutter contre la forte concurrence au niveau du marché mondial, chaque pays oriente son économie selon des domaines bien précis. Les États-Unis sont leaders dans les services de l'informatique, la banque, les télécommunications, mais aussi l'agro-industriel. Le Japon domine dans les secteurs de l'électronique, l'automobile, mais aussi la construction navale. L'Allemagne s'impose dans la construction mécanique et la chimie. La France occupe une place dans l'aérospatial et les biens de consommation. Au sud, les NPI sont compétitifs pour le textile, le montage électronique, mais aussi la construction mécanique. Cependant, la mondialisation n'atteint pas tous les points de la planète. Il y a des angles morts de la mondialisation, qui sont des lieux qui ne comptent pas beaucoup en raison de la faiblesse de leur poids économique ou de leur instabilité économique. C'est le cas de l'Afrique subsaharienne et certains pays de l'Asie centrale, qui sont des espaces oubliés ou exclus de la mondialisation. Troisièmement, comme effet de la mondialisation, on a la mondialisation des problèmes. En effet, la diminution de l'espace mondial et la formation du monde en système ont fait que certains problèmes qui étaient considérés comme locaux acquièrent une dimension universelle. C'est le cas du commerce illicite, trafic d'organes, trafic de drogue, d'armes, dont les secteurs sont bien contrôlés par des groupes de la mafia, blanchissement d'argent sale, terrorisme,
On a aussi comme conséquence des problèmes environnementaux. L'uniformisation des modes vestimentaires, de vie et de consommation. On a aussi l'opposition altermondialiste. Ce sont des gens qui développent des stratégies pour s'opposer à la mondialisation. Parce qu'ils sont ignorés, négligés. Ils ne partent pas à l'école. Ils ne mangent pas à leur faim. Ils ne boivent pas de l'eau potable. Ils ne se soignent pas. La mondialisation a accéléré un phénomène d'immigration. Pour conclure, que devons-nous retenir du système mondial, de la mondialisation, M. Diop? Défi de la pauvreté, puisque 1 milliard de personnes vivent avec moins $1 par jour. Les dirigeants du monde entier en sont vraiment concernés. Dans un monde interdépendant, il faut donner aux pauvres les moyens de participer à l'activité économique, de produire et de consommer. Sinon, la mondialisation restera une œuvre inachevée et le village planétaire une utopie. On peut aussi retenir comme conclusion: à l'échelle de la planète, le contraste reste frappant entre les pays riches et les pays pauvres. L'espace mondial est fortement polarisé au bénéfice de la triade qui concentre les principaux flux et les centres de décision. Cependant, entre les pays s'instaure une interdépendance économique, sociale, politique et culturelle. Le monde est aussi confronté à des idées qui circulent, des modes de consommation qui se répandent et qui peuvent compromettre la diversité culturelle des peuples. Belle conclusion, M. Diop, et merci beaucoup d'avoir abordé aujourd'hui avec nous le système mondial.